Donc, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Catherine Mercier, je suis chargée de projet au groupe ProConseil. Donc, on est un club conseil en agro-environnement et aussi en gestion de la région de la Montérégie. Et on a fait un projet avec la Fondation SETI et le club Gestrisol sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. Donc, on remercie les organismes subventionnaires, donc la Fondation de la faune du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, grâce à leur volet part du programme Prime Vert. L'objectif du projet est d'établir des sites de démonstration pour le contrôle d'espèces exotiques envahissantes sur des terres agricoles, de façon à ce que l'agriculteur puisse lui-même appliquer la méthode à des coûts raisonnables. Donc, à défaut de pouvoir aller dans les champs, de pouvoir se rencontrer cette année, on a décidé de faire des capsules pour expliquer en fait la façon dont on avait géré l'espèce exotique. Donc, c'est un projet très intéressant qui nous a permis de tester des méthodes qui sont applicables en milieu agricole, parce qu'il y a quand même beaucoup d'études et de démonstrations qui ont été faites, pas nécessairement en milieu agricole, puis la réalité n'est pas tout le temps applicable directement dans les champs. Donc, en fait, on a misé sur 4 espèces. Là, je vais vous présenter le cas de la phragmite. Donc, en fait, c'est une plante que vous connaissez sans doute, qu'on appelle aussi en fait le roseau commun, et qu'on retrouve sur les bords de champs, en bordure des fossés, des cours d'eau. Donc, c'est très, très commun au Québec. Et c'est en fait une des plus envahissantes dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Et c'est une plante qui est originaire d'Europe et d'Asie et qui a été introduite en fait il y a une centaine d'années ici au Québec. Mais c'est seulement dans les années 1960 que vraiment on a vu une accélération de sa dispersion, parce que en fait on a fait un lien beaucoup avec le développement du réseau routier. Donc au début on la voyait surtout le long du fleuve Saint-Laurent, mais maintenant on la voit un peu partout dans les milieux agricoles, dans les milieux humides. Donc sa répartition maintenant est vraiment omniprésente au Québec. Donc la phragmite, c'est une plante qui peut atteindre de 2 à 4 mètres de hauteur et qui est constituée de plumeaux de couleur brune qui se développent souvent en grosses colonies. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, elle a 2 modes de propagation assez efficaces. Donc, d'une part, elle a des rhizomes très forts et très puissants qui s'étendent rapidement dans le sol, donc ils peuvent atteindre 10 mètres de longueur horizontale en une année, et ils atteignent aussi 1 mètre de profondeur. Et en fait, les tiges peuvent reformer des nouveaux individus et reformer une nouvelle colonie. Donc, c'est super important pour pas disperser en fait l'espèce. Il faut pas qu'il y ait de fragments de tiges ou de rhizomes ou de stolons qui se retrouvent ailleurs, parce que ça peut les repartir. Donc, il peut y avoir des nouvelles tiges là, qui repoussent à partir de ça. Et elle se reproduit aussi en fait par ses graines, par voie aérienne. Donc, c'est 2 manières efficaces de se reproduire. Donc, dans notre cas, on a choisi un champ qui est situé à Saint-Antoine. Et il y avait une zone de 90 mètres de long en bordure du champ qui était envahie par la phragmite. C'est un champ qui est en régie biologique. Donc, on a choisi ce site parce qu'il y avait quand même un risque important que la phragmite envahisse le champ. On voyait déjà une avancée là, dans les rangées de maïs. En 2019, c'était en maïs. Et donc, on a décidé de tester 2 méthodes de lutte la phragmite sur ce site, donc en séparant en 2 ce site. Donc, en fait, la colonie était d'une longueur de 90 mètres et d'une largeur de 6 à 12 mètres. Donc, c'était surtout environ 6 mètres, mais il y avait une zone qui avait une pointe là, qui atteignait à peu près 12 mètres de largeur. Donc, où la colonie s'étendait jusqu'à un petit boisé là, qui restait dans le champ. Donc, les tiges étaient assez denses et mesuraient près de 3 mètres de haut. Et l'extension de la colonie, en fait, était limitée en aval et sur les côtés par des fossés ou des arbres. Par contre, les tiges allaient quand même jusqu'en bas du fossé.
Et en amont, en fait, la Phragmite commençait à coloniser le champ. Et il y avait aussi, à peu près à mi-chemin, sur le site, il y avait un vinaigrier et des vignes qu'on a décidé de conserver parce qu'il faisait quand même une protection contre l'envahissement de la Phragmite et qui ne menaçait pas de s'étendre plus que ça. Donc, c'était un site avec un sol argileux, limoneux et mal drainé. Et en fait, les premières étapes, durant la saison 2019, ça a été le producteur qui a fauché la colonie, qui a laissé les résidus au sol et en bordure du fossé. Donc, la première étape qu'on a fait, donc la première méthode, c'était en fait de mettre une bâche par-dessus le sol où la Phragmite avait été fauchée. Donc, ça a été réalisé sur une portion de 52 mètres de long et 6 mètres de large. Donc, ça a été fauché par le producteur fin juin et fin juillet en 2019 avec une faucheuse. Et nous, notre équipe, avec mes collègues, on est allés faucher fin août avec une débroussailleuse, un weed eater. Et c'est à la fin août 2019 qu'on a installé les bâches. Donc en fait, c'était deux toiles de 26,7 mètres de long et 6 mètres de large. Et c'était de la marque Texel, c'était du type TM 820. Donc en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour tester l'efficacité des différentes membranes pour contrôler ces espèces-là. Puis, donc c'est ça, il faut vraiment une toile qui est super épaisse parce que sinon les nouvelles tiges de Phragmite passent facilement au travers. Donc en fait, on a installé les bâches en les superposant au centre sur une largeur de 1 mètre. Et ensuite, on a installé des crampes de métal tout autour de la bâche pour la retenir. Et on a recouvert les trous qui étaient formés par les crampes de ruban de construction, du tuck tape. Et pour empêcher que les tiges de Phragmite passent dans les trous et ressortent à partir de là. Et on a mis des roches tout autour de la toile. Le producteur est venu avec son tracteur pour déposer de la terre aussi pour la retenir. Mais apparemment, on n'en avait pas mis assez. 2 semaines plus tard, on s'est rendu compte que la toile s'était soulevée à cause du vent. Donc on a dû retourner pour mettre plus de roches et le producteur a remis un peu plus de terre aussi pour la fixer. Et là, depuis, ça tient bien en place. Donc parmi sinon les autres difficultés rencontrées, en fait, il y avait le poids de la bâche. J'avais sous-estimé le poids des bâches, donc c'était 2 bâches roulées en une. Et c'était complètement impossible de les manipuler à main. Donc en fait, il fallait vraiment un tracteur pour manipuler ce rouleau. Et c'est impossible aussi de déposer le rouleau par terre et de rouler pour l'installer. C'est beaucoup trop lourd, donc il faut un tracteur avec une perche, avec un chevalet pour qu'on puisse tirer et avoir l'effet de la gravité qui nous aide pour tirer puis l'installer. Donc c'est une opération qui demande quand même plusieurs personnes. On était 4 collègues, il y avait le producteur, il était 2 aussi, donc ça a pris comme une bonne demi-journée à 6 personnes. Et c'est important aussi de ne pas faire de trous parce que c'est ça, moindre percée de lumière, les tiges de Phragmite peuvent reprendre très rapidement. Donc, et en fait, en installant la toile, s'il y a une pression qui est exercée proche d'une tige, une petite tige qui venait d'être fauchée, très piquante, elle peut passer facilement au travers. Donc, c'est important de recouvrir tous les trous là, avec le ruban qu'on a fait. Donc, ensuite, pour ce qui est de l'autre section, donc on avait une autre section de 40 mètres de large et de 40 mètres de long, et 6 à 10 mètres de large. Donc là, on a procédé en fait à une plantation pour faire compétition à la Phragmite. Donc ça s'est fait au mois de juin 2020, donc le mi-juin. Et donc les premières étapes, ça a été aussi de faucher et de travailler le sol pour l'ameublir. Donc, on a fait une plantation avec 3 types d'arbustes qui sont des espèces qui ont une bonne croissance et qui offrent une bonne compétition. Donc, il s'agissait de l'aulne crispée, le saule discolore et le cornulier soyeux. Et ensuite, sur tout l'espace qui restait là, entre les biodisques, parce qu'en fait, on a mis des biodisques de coco autour des arbustes pour qu'il y ait une petite compétition contre les mauvaises herbes, pour leur donner une chance.
Et donc, tout l'espace à nu qui restait, on a semé à la main un mélange de couvre-sol, donc un mélange il y avait du riz gras, du trèfle, du mélilo, puis du lotier. Et donc, c'est ça, l'utilisation de biodiesel de coco, c'est sûr que ça implique qu'il faut retourner durant la saison pour aller faucher les mauvaises herbes ou pour aller arracher les tiges de tragnite. Donc, ça n'offre pas une protection partout, mais ça fait quand même un fini plus esthétique qu'il veut pas. Et on voulait tester aussi cette méthode. Et finalement, une autre des difficultés, c'est que ça a été, selon vous vous en souvenez, au mois de juin l'année passée, c'était une période très sèche. Donc quand on a planté, il fallait arroser beaucoup. Puis ensuite, régulièrement aussi retourner arroser. Donc heureusement, on avait une collègue qui habitait proche qui a pu y aller de façon assez régulière. Et donc c'est ça, il fallait s'assurer aussi durant la saison et qu'il n'y avait pas trop de repousses. Là, on est allé arracher les repousses de tragnite. Donc les arbustes ont été plantés à une distance de 1,5 m et à des rangées aussi de 1,5 m. Et finalement, pour ce qui est des coûts, donc le coût de la bâche, c'est quand même assez important. En ce qui nous concerne, les 2 bâches qui ont couvert la surface, ça a coûté 1 500 $. Donc, c'est sûr que c'est une méthode très efficace quand c'est bien fait, quand on est bien préparé, puis qu'il y a quand même un petit suivi de fait. C'est durable aussi sur plusieurs années. Sinon, au niveau de la plantation, le matériel a coûté 350 $. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus accessible. Mais ça demande un peu plus d'entretien et c'est quand même un peu moins efficace. Donc, il faut s'assurer à chaque année de faire un suivi là, pour pas que les arbustes se fassent envahir. Donc, c'est sûr qu'on utilise des petits arbustes. L'avantage, c'est qu'ils ont une chance de survie plus élevée là, quand ils sont petits. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres méthodes qui ont été testées là, dans les dernières années, qui ont peut-être un taux de succès plus élevé, mais c'est souvent sur des petites surfaces que c'est fait. Donc, ça amène tout un autre niveau de difficulté quand la surface est vraiment grande, ce qu'on retrouve souvent en bord de champ. Donc, les méthodes qu'on a essayées ont quand même un niveau d'efficacité acceptable là, pour l'investissement que ça représente. Donc, on va afficher nos coordonnées. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. On a quand même développé un peu de connaissances au sujet des espèces envahissantes qu'on a traitées au cours du projet. Donc, merci encore aux organismes, donc la Fondation La Faune du Québec et le MAPAC pour leur subvention. Merci beaucoup!